Bonjour, Gilles André. Voilà. Donc ce que je me propose de vous présenter aujourd'hui, c'est donc la présentation que nous avons effectuée à Schneider Electric avec Schneider Electric lors de Dreamforce en octobre 2014 à San Francisco. Donc Dreamforce étant la conférence utilisateur de Salesforce pour l'ensemble de son public et client. Voilà. Donc je suis le CTO de la société Customer Matrix et voilà, j'ai démarré ma carrière il y a 20 ans dans le domaine de l'intégration de données et voilà, l'intégration d'informations est mon métier et je cherche à mettre aujourd'hui mes acquis et connaissances techniques au service de scénarios business, c'est-à-dire de mettre en œuvre des stratégies d'enrichissement, d'acquisition des données, de manière à permettre aux utilisateurs d'avoir des actions les plus pertinentes possibles pour maximiser ce que les Américains appellent le Customer Lifetime Value, c'est-à-dire valoriser le client dans le temps. Donc, ce que je vous propose, c'est de partir donc des slides que nous avons présentés à l'époque, en conjonction donc avec Rémi Pougeot de Schneider Electric, qui est le patron de l'innovation et de l'incubation de nouvelles technologies dans le domaine du CRM pour le groupe, et les différents membres du projet que vous voyez listés sur ce premier slide. Donc Rémi n'étant pas là, aujourd'hui, ce que je vais faire, je joue son rôle. Donc Rémi, en fait, explique que Salesforce est un déploiement, Schneider Electric est un déploiement massif de Salesforce, c'est-à-dire qu'ils ont 30 000 utilisateurs de Salesforce, qui inclut 2500 agents de Customer Care au travers de 100 pays, et dans un scénario d'utilisation dans lequel leur CRM, donc Salesforce, est l'outil d'accès primaire à l'information client, mais ils ont plus de 10 applications externes à Salesforce auxquelles ils accèdent au travers d'autres écrans, donc citons des ERP, des systèmes de gestion de contenu, des portails, de l'email, une application de catalogue produit, des applications d'analyse de la satisfaction, les webs de navigation des clients sur le web, sur leur site intranet, etc. Et donc la question qui était initialement posée par Rémi Pougeot était: comment pouvez-vous nous aider à faire de Salesforce le point unique d'accès à l'ensemble de l'information de la société? Et c'était donc le challenge qui nous avait été assigné. En discutant avec lui, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà du besoin de converger les données, de fédérer les données à partir d'un seul point, on pouvait profiter de ces processus pour enrichir les données et servir un certain nombre de cas d'usage à l'intérieur de Schneider. Et c'est la phrase qui figure en bas de ce slide, donc de permettre aux agents de Customer Care de maximiser la valeur d'un client dans le temps, et donc en gros de transformer un Customer Care d'un centre de coût en un centre de profit. Et donc ce que nous avons analysé avec l'équipe de Schneider, c'est que leurs interactions pouvaient se définir en 4 phases aujourd'hui. Donc la première consiste à accueillir un client avec la problématique que si je ne le connais pas, comment est-ce que je suis capable d'aider Schneider Electric à partir du numéro de téléphone qui s'affiche à identifier rapidement un client? On verra le cas tout à l'heure. Et le deuxième cas qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est le client est dans le CRM, mais j'ai du mal à le trouver. Et donc comment faire en sorte que l'agent repère le plus rapidement possible l'appelant? Il est quand même beaucoup plus agréable de se faire accueillir avec un « bonjour Gilles » que « bonjour, attendez, je vais vous trouver, je ne vous trouve pas, je ne vous trouve pas ». On connaît tous ce type de situation. Donc ça, c'est la phase d'accueil. La deuxième phase est la phase de compréhension du besoin du client. Et donc pour nous, là, le challenge a été d'être à même d'afficher contextuellement à l'utilisateur les raisons pour lesquelles le client pouvait appeler le centre de support. Ça, c'était le premier cas. Et le deuxième cas était d'avoir prédigéré une information arrivée par email. Donc 40% des emails, des cas chez Schneider Electric aujourd'hui proviennent des emails. Donc l'email arrive dans Salesforce, il est classé comme un email, mais il n'est pas analysé, il n'est pas lu, et le temps de l'analyse, le client perd son temps. Et surtout est à même de suggérer, dans ces différentes situations, les résolutions les plus adaptées pour répondre efficacement au client.
Donc ça, c'est la phase de compréhension. Ensuite, le client peut également appeler pour une raison qu'on n'a pas diagnostiquée, tout simplement parce qu'il a posé une question qui n'était pas connue. Et là, on va être dans la phase de réponse. Et donc, ce qu'on a étudié avec Schneider a été la capacité d'outiller l'utilisateur dans les différentes tâches qui lui incombent. Trouver un prix, trouver un produit, trouver un document, trouver un expert, trouver une résolution à un cas technique posé. Et donc, on vous montrera comment on a outillé ces utilisateurs dans ces différents processus. Et puis, la dernière partie, qui est ce qu'ils appellent le close, c'est après avoir traité le problème de mon client, depuis son identification jusqu'au close, pouvez-vous nous aider à automatiser le remplissage du cas avec un maximum d'informations parfaitement précises, le but étant de correctement documenter le cas, mais surtout d'avoir une exhaustivité et une qualité dans le remplissage du cas qui nous permettent d'en tirer parti pour des cas similaires futurs. Donc garder la mémoire, apprendre, l'auto-apprentissage. Donc voilà les 4 cas. Mais le but ultime d'avoir satisfait le client rapidement, c'est bien évidemment, ayant un client satisfait, de profiter de cette fenêtre ouverte pour être à même de lui proposer des produits complémentaires, des stratégies complémentaires, un discours à base d'expertise, pour ou bien le fidéliser ou bien lui vendre un produit en plus. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que des sociétés comme Schneider, par exemple, reçoivent plusieurs millions d'appels et que ces appels-là, alors je ne peux pas divulguer le chiffre parce que nous sommes sous accord de confidentialité sur ce sujet, mais figurez-vous que sur plusieurs millions d'appels, il y a quelque part assez peu d'upsell et assez peu d'impact sur la vente, pour la bonne et simple raison, c'est que il y a 100 personnes qui patientent derrière et que si on met 5 minutes à résoudre un cas, on ne peut pas prendre le temps d'aller jusqu'au bout de l'opération. Alors que si je mettais qu'une minute, j'aurais probablement plus de temps pour justement mettre en œuvre ces stratégies d'upsell. Donc voilà ce dont nous sommes convenus avec Rémi Pougeot. Et en fait, ça a débouché donc sur une proposition de valeur qui a pour répondre aux cas qui sont à gauche dans Salesforce, l'objectif étant de rentrer dans le CRM. Nous leur avons proposé donc de connecter Salesforce à l'ensemble des données que les utilisateurs manipulent au quotidien, faire converger ces données dans une base qui va nous permettre d'enrichir les données, de les cross-fertiliser et d'apprendre, pour au final être à même de pousser une suggestion, une recommandation, une action à l'utilisateur qui lui permettra de minimiser le temps de réponse et de maximiser son impact auprès du client, ce qu'ils appellent end-to-end action delivery. Donc, techniquement parlant, je ne suis pas là pour faire un discours technique. Ce que ça veut dire, c'est qu'il nous faut nous connecter à un ensemble d'applications sources. Donc, chez Schneider, leurs ERP, il y en a plusieurs, Salesforce, des applications de type catalogue produit, configurateur produit ou autres, des informations qui émanent purement d'Internet, des informations qui émanent de fournisseurs d'informations professionnels, des Dun & Bradstreet, des annuaires de pages jaunes, pages blanches et autres. Un certain nombre, et vous le verrez dans la deuxième partie de la démonstration, d'informations de type Business Intelligence, Data Warehouse. Et enfin, pour ne pas les oublier, un certain nombre de signaux qui émanent en fait de capteurs qui sont passés dans les armoires électriques ou dans les équipements de Schneider Electric et qui adressent via Internet et le Wi-Fi des alertes en cas de dysfonctionnement, lesquelles alertes ont été intégrées dans la console de l'agent de support. Donc, nous capturons l'ensemble de ces informations et nous les plaçons dans une base qui a pour vocation de stocker la donnée, enfin la donnée pertinente, mais surtout, tout étant en un même endroit, d'être à même d'apprendre de cette information, de cross-fertiliser l'information, et surtout de la rendre compatible avec un langage naturel qui n'est pas nécessairement un langage technique. La première case qu'on appelle business jargon, on est dans l'industrie électrique, donc voilà, il y a des contraintes, il y a des normes, il y a des systèmes de mesure, des unités de mesure. Comment faire en sorte que microvolt écrit MUV et microvolt écrit comme microvolt, on trouve quand même le produit, et surtout on puisse faire la conversion à la volée pour être de trouver le bon voltage. Donc on a fait tout cet ensemble de travail, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y a eu énormément de travail sémantique, prédictif,
et de catégorisation de la donnée. Et vous allez en voir l'impact dans la démonstration qui va suivre dans 2 minutes. Et la manière dont cette information est consommée, il y a 3 besoins. Un besoin assez classique qui est la recherche fédérée, ce qu'ils appellent Federated Search. Donc là, le but, c'est un point d'accès unique à l'ensemble de l'information relative au client, que ce soit le RP, le CRM, les bases documentaires, des emails, etc. Le deuxième point, ça a été d'offrir une interface dite 360 degrés, c'est-à-dire le client, tout ce qu'il y a autour du client, le produit, tout ce qu'il y a autour du produit, mais pas seulement en rassemblant l'information, mais en tentant de filtrer l'information qui va être montrée en fonction du contexte dans lequel on se trouve. On aura un exemple qui permettra d'illustrer ce cas-là tout à l'heure. Et en dernier lieu, produire ce que nous appelons des action alerts. Donc les action alerts, ce sont des recommandations qui sont faites à l'utilisateur suite à un problème détecté par notre système. Et lorsqu'on la trouve, parce qu'on est dans le domaine de la prédiction, associée à une résolution ou à une action qui nous paraît la plus appropriée pour résoudre le problème. Donc ça résulte de l'analyse de l'expérience passée, la détection d'anomalies, et puis récupérer la bonne pratique qui permettra de résoudre, ou tout du moins qui a permis de résoudre dans le passé de manière efficace le cas. Donc voilà pour le contexte fonctionnel de ce que nous avons réalisé pour Schneider Electric. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est donc de passer à la partie démonstration. Et donc là, pour resituer le sujet, je suis donc dans le salesforce.com de Schneider Electric. Je m'appelle donc Jean Dujardin. Je suis agent de support technique dans le groupe Schneider Electric. Et le matin, quand j'arrive, eh bien, je me connecte à Salesforce et je me connecte à un outil qu'ils appellent la console. Et dans la console, la partie haute, c'est-à-dire les 3 blocs que vous voyez en haut de l'écran, ce sont des données Customer Matrix. Et la partie basse, là, c'est des données Salesforce.com. Ce sont donc des données voilà, classiques dans Salesforce. Alors, ce qu'on a mis sur cette page d'accueil, bon, voilà, on en est convenu avec Schneider, ça peut être à peu près ce qu'on veut. Là, on a voulu mettre la focalisation sur quelles sont les annonces, news, importantes pour l'utilisateur. Et donc, on a créé un fil d'actualité qui regroupe des bulletins d'information, les dernières FAQ publiées, mais ciblées sur les clients ou les cas sur lesquels travaille Jean Dujardin, des annonces sur des appels de retour de produits, ou un produit a un défaut, on appelle de retour. Donc. Et puis enfin, un certain nombre d'actualités sur la société, sur les clients, etc. Le deuxième bloc, qui s'appelle Hot Issues, est un bloc, en fait, qu'ils appellent, eux, en interne, Weather Forecast. Donc, en gros, c'est la météo des cas. Et donc, dans cette météo, on va, sur des sujets ou des produits, être à même de créer des clusters, des catégories. Alors, la tâche n'est pas simple, puisque chaque cas est décrit sémantiquement d'une manière différente. Et donc, le challenge a été d'arriver à regrouper les cas sur des sujets fédérateurs. Et donc, de cas qui étaient dispersés avant, on a réussi à créer des clusters signifiants pour l'utilisateur et qui sont là, en l'occurrence, filtrés sur les clients de Jean Dujardin et les produits dont il a la charge. Et là, on a séparé ces alertes, enfin ces clusters d'informations en disant les sujets les plus chauds en ce moment, c'est le cas de le dire, Fire Protection, c'est les sujets en fait qui dans le dernier mois ont une courbe de croissance anormale par rapport à la base installée. Donc là, on serait même à même de détecter que sur une base installée de 10 appareils, il y a 5 cas qui sont apparus, donc c'est grave. Alors que 5 cas sur les millions de cas, ça n'est pas grave. Et le deuxième domaine est de dire, historiquement parlant, voilà les cas encore prépondérants dans les 12, 14 conseils paramétrables dernièrement. Et la même chose donc sur les produits, voilà les produits qui connaissent pour la partie new le plus d'anomalies ce mois-ci, et puis en général de manière statistique depuis les 12, 14 ou 16 derniers mois. Et le dernier cadre qui se situe à gauche, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec vous, s'appelle Action Alert. Donc une Action Alert, c'est donc on a trouvé une anomalie, quelque chose qui nous apparaît anormal,
Et on va tenter, déjà on va détecter l'anomalie, et ensuite, dans certains cas, on va être capable de détecter une résolution ou de préconiser une action à l'utilisateur. Donc, dans le cadre du Schneider, on a catégorisé ces action alertes en 3 grands blocs. Le premier bloc a trait aux ventes, et là, on va détecter qu'il y a un conflit de prix sur un produit, sur la société TTC Holding. Et là, en fait, ce conflit de prix, il vient de ce qu'on leur a vendu un produit il y a 1 mois pour 100, et on vient de sortir une promotion à 90. Il vaut mieux que je m'en aperçoive avant le client parce qu'il pourrait ne pas être satisfait. Il y a un ordre de projet que le client nous a commandé et qui n'a toujours pas été signé par le client, le rappeler pour qu'on puisse enregistrer la prise de commande. Il y a un conflit de prix sur un produit, il y a une possibilité d'upsell et il y a un client qui a envoyé par email une demande de prix et de disponibilité sur un produit qu'on a détecté automatiquement en lisant le mail. On va aller voir de quoi il retourne. Deuxième catégorie, la catégorie des risques. Voilà, Dun & Bradstreet m'a envoyé une alerte financière sur la société TTC Holding. On a un problème logistique, mais on a un workaround, c'est-à-dire on est arrivé à trouver un produit de substitution. Il y a un problème de disponibilité logistique par rapport à la date qui a été annoncée au client. Et puis, il y a nos capteurs qui sont logés chez le client qui m'ont envoyé des alertes sur une problématique, sur un produit particulier. Et le dernier élément, c'est là en fait une aide à l'utilisateur, c'est que sur les cas, Schneider, je vous ai dit que 40% des cas avaient pour origine un mail. Et bien là, ce qu'on dit à l'utilisateur, c'est qu'on a lu des mails, et il y a des mails qu'on est arrivé à résoudre automatiquement, et donc on vous propose, l'utilisateur, d'aller le revoir. Et sur la droite, vous voyez cette jauge, un bleu. Cette jauge est ce qu'on appelle l'action rank. Et donc l'action rank, en fait, c'est un indicateur que l'on place et qui va définir l'impact business de la recommandation que nous faisons. Donc par exemple, dans le cas d'une demande, on va définir que c'est un client important, c'est-à-dire qui appartient au premier tiers de chiffre d'affaires Société Schneider. On va définir également qu'il y a un niveau de proposition commerciale élevé chez ce client, donc c'est un client important. Donc ça, c'est la pondération business. Et la pondération sur la probabilité, c'est-à-dire la certitude qu'on a sur la prédiction qu'on fait, eh bien, on a une confiance de 90% dans la prédiction. Et donc l'amalgame des deux donne les prédictions qui, de notre point de vue, sont les plus à même d'être justes. Donc là, on va donc s'attacher à la préconisation qui m'est faite. Et là, on est dans un contexte dans lequel un email a été envoyé à l'agent de support. En fait, cet email, il a été classé par Salesforce en fonction du nom du contact, et donc on en a dérivé la société. Mais vous voyez que tous les autres champs sont vides. J'ai ici le texte de l'email, et donc ce qu'on va faire dans l'email, c'est qu'on va être à même de lire l'email sémantiquement et de définir que 33525, c'est un produit, donc on a remonté ici. Mais attention, ce n'est pas si simple que ça, parce que 9555 qui est ici, c'est également un produit. Et donc, il y a une vraie analyse sémantique, sans quoi on aurait des niveaux d'ambiguïté très importants. Et donc, voilà, on a diagnostiqué un produit. Ensuite, j'ai lu le texte et je me suis rendu compte que par le texte, il s'agissait, alors il gère des concepts qui sont des typologies d'anomalies, des causes d'anomalies. Là, c'est une surchauffe de l'équipement, Temperature Ratings, sur la gamme Heavy Duty de Schneider Electric. Sachant le produit et les concepts impliqués, j'en déduis que c'est probablement une problématique de documentation sur la manière de traiter le problème. Et donc, j'en déduis, alors vous voyez que ça, on a une confiance à 50% là-dedans, donc on l'a privilégié. Ça pourrait être un problème de mise en œuvre, mais on ne pense pas. Et ensuite, on a le symptôme c'est la résolution, c'est qu'a priori, dans ce type de cas, il faut envoyer un document technique. Et comme j'ai le nom du produit, j'associe l'ensemble de ces informations et j'en déduis que c'est une documentation que je dois envoyer à l'utilisateur. Et comme Jake Jackson est anglaise, c'est la documentation en anglais que je vais privilégier. Donc ça vous montre en fait que par une analyse d'email automatisée, on est à même de proposer une résolution immédiate sur laquelle l'utilisateur n'a plus qu'à faire update case et on verra ce que ça fait tout à l'heure.
Je profite qu'on soit là pour vous montrer que je suis un utilisateur sceptique et je dis oui, enfin moi vous êtes bien gentil, mais je voudrais vérifier. Et donc là, je vais sélectionner le produit et là, vous voyez qu'on est à même de produire une page 360 degrés autour du produit. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de collecter? Déjà, on va privilégier l'affichage au centre sur les documentations associées au produit, puisque c'est le cas dont je viens. Et donc, je retrouve effectivement mon user manuel Masterfact ici. Je vais pouvoir visualiser également où j'en suis, quels sont le nombre de cas ouverts, quelles sont les catégories de cas ouverts. Je vais être à même de regarder la tendance d'évolution des cas. Et je vais être à même aussi de voir des produits de substitution ou des produits complémentaires par rapport aux produits. Je précise que cette page, en fait, est la résultante de près de 7 applications différentes, donc des applications de gestion de documentation technique, l'application de case management, l'application de pricing, l'application de FAQ, bon, etc., etc., et que tout étant d'un même endroit, alors qu'aujourd'hui, ils avaient à naviguer d'un écran à l'autre. On va être à même donc de dégager des caractéristiques sur le produit et même des caractéristiques mises à jour régulièrement comme le délai de livraison. Et enfin, je vais avoir en bas un certain nombre de filtres complémentaires techniques où, par rapport au produit que vous m'avez interrogé, est-ce que vous auriez une version en 3 pôles, 4 pôles? Oui, la voilà, et voilà les unités de contrôle, etc. Donc là, ce que vous voyez, c'est que donc, on est capable de fédérer l'information autour d'un produit. Et donc, je retourne à mon cas, parce que je n'aurais pas dû faire cette digression, hein, j'en étais à Update Case. Et là, je vais mettre à jour mon cas en appuyant sur Update Case. Et donc, ce que le système va faire maintenant que j'ai validé, c'est qu'il va remplir tous les champs qui étaient manquants dans Salesforce, depuis donc le mail entrant, jusqu'à la réponse que j'ai faite, qui est produite automatiquement, et vous voyez que cette réponse, je parlais de l'exhaustivité de l'information, vous vous rendez bien compte que pour remplir ça, un utilisateur qui a 100 personnes en attente de l'autre côté du téléphone, n'a pas le temps de remplir ça d'une manière aussi précise. Et la valeur ajoutée qu'il y a derrière ça, c'est comme c'est très précis, on peut y faire référence derrière, et surtout, comme c'est très précis, on peut en tirer parti pour définir des best practices pour un utilisateur futur. Donc là, je me suis occupé, puisque je n'avais pas d'appel entrant, de traiter mes cas entrants et les bonnes suggestions que l'outil m'a faites. Et là, un client m'appelle. Donc là, le système automatiquement va se connecter avec le CTI et va trouver un numéro de téléphone. Donc dans le use case Schneider, ce numéro de téléphone, aujourd'hui, il n'a pas été trouvé pour la bonne et simple raison qu'il n'est pas dans la base. Et donc ce qu'on a fait pour Schneider, c'est qu'on a connecté des annuaires page jaune, page blanche et l'annuaire des mobiles. Et du coup, on est arrivé à trouver le numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone me dit, voilà, on a trouvé le monsieur, il s'agit de William Mitchell, qui habite à telle adresse à San Francisco. Et donc j'ai propagé cette information en cherchant, avec les attributs dont je dispose, en appliquant des techniques de fuzzy matching, de phonétique ou de synonymie, etc. On est arrivé à voir que, tiens, William et Bill, c'est le même prénom en anglais, c'est le même nom de famille, ils sont tous les deux à San Francisco, et c'est ce que j'ai trouvé de mieux dans le système, et donc je vais dire à Bill Mitchell, Bill, vous êtes bien d'Acme? Oui, oui, absolument. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui proposer de mettre à jour son numéro de téléphone, je vais mettre à jour la fiche automatiquement, et après, la prochaine fois qu'il appellera, je pourrai le trouver. Donc ça peut paraître simple, ce qu'on vient de montrer, mais je voudrais vous montrer, en l'absence d'analyse fuzzy, phonétique, etc., ce que donne une réponse non priorisée. Bon, là, on les a priorisées, mais l'ensemble des réponses qui auraient pu répondre à l'appel entrant, puisqu'ils sont obligés de proposer des réponses, voilà ce sur quoi je serais tombé. Donc vous voyez le temps qui est gagné pour l'utilisateur final, et surtout la satisfaction d'un client qui en 2 clics et en 1 seconde et demie, alors qu'il appelle d'un téléphone qui n'est pas connu, a été reconnu. Et donc j'y vais, donc bonjour Bill, comment allez-vous? Fort bien. Et donc je vais ouvrir la fiche de Bill Mitchell, donc dans la société Acme, et vous retrouvez toujours nos mêmes objets. Donc là, ce sont les action alerts filtrés sur la société. Je suis également à même de retrouver le profil de mon client.
le parcours navigationnel qu'il a eu sur le net, ouais, là, ouais, tout à l'heure, ça parlait, mais là, c'est bon. de sollicitation. Donc là, par exemple, c'est un client qui est plutôt dans la tranche basse de nos clients en matière de revenus, mais qui est plutôt dans la tranche haute en matière de sollicitation. Les distributeurs les plus proches de mon client, les commandes en cours, les factures en cours, tous ces objets, bien sûr, n'étant pas dans Salesforce, donc cas précis de Schneider Electric. Et donc, il se trouve que Bill, aujourd'hui, m'appelle pour une raison qui est que, voilà, j'aimerais que vous me renseigniez sur un produit particulier, j'ai du mal à trouver l'information sur le site web. Et donc, ben là, je vais ouvrir une interface qui va me permettre donc de trouver efficacement un produit. Donc là, je vais taper donc, le terme. Donc, je cherche un produit de Remote Reset. Qu'est-ce que vous avez en gamme et quelles sont les gammes en fait qui répondent à ce besoin? Donc, l'utilisateur a à gérer 1 200 000 produits au travers de plus de 300 gammes et au travers de 80 business units différentes. Donc un utilisateur aujourd'hui au centre de support ne peut pas avoir l'expertise sur l'ensemble des produits. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va l'aider, en fonction de ce premier filtre, à trouver les produits qui répondent à la problématique Remote Reset dans la gamme. Et donc on lui dit, ben voilà, il y a 2 gammes. Voulez-vous le Master Pack ou le Micrologic, le Master Pack? Et au niveau du voltage, et vous voyez en fait que les critères de sélection du produit s'adaptent automatiquement. Vous connaissez, certains d'entre vous, le domaine des facettes. Voilà, ce que ça permet de faire, c'est très clairement, puisque j'ai filtré sur le produit, n'apparaissent plus que les critères de sélection propres à la gamme et au produit. Du coup, l'utilisateur est complètement guidé. Et après, donc, on va dire quel voltage, 100, 200, il sait les questions qu'il a à poser. Et donc, il sélectionne. Voilà, j'ai ces 2 produits, donc le Master Pack NWNT et le suivant. C'est bien ça que vous voulez, absolument. Combien en voulez-vous? Ben voilà, je voudrais 5. Et de son petit frère, j'en voudrais 5. Et donc, ben, voilà. Et on va faire, donc, que voulez-vous, une documentation ou une demande de prix? Je voudrais que vous me fassiez une demande de prix et que vous me l'adressiez. Donc je le fais. Donc là, j'envoie une requête à l'application de pricing qui prend en compte le client sur lequel je suis, la géographie, la quantité et le produit, et qui va me renvoyer un prix. Et une fois que j'ai fait ça, je vais mettre à jour le cas. Et la mise à jour du cas, et bien vous voyez que tous les champs aujourd'hui critiques sont renseignés. La question qui m'a été posée est renseignée. Et la réponse que j'ai donnée dans ses moindres détails, avec le prix et les délais de livraison, est renseignée parfaitement. Donc ça, l'avantage, c'est quoi? C'est que, imaginez que je n'ai pas eu le temps de remplir ça, le client rappelle quel prix je lui ai proposé, en supposant que les prix aient varié, je ne l'aurais pas eu, là je l'ai. Et donc au final, je suis à même de clôturer ce cas et de dire à mon ami Bill, voilà, Bill, avez-vous été satisfait par notre interaction? Écoutez, ça a été super vite, bravo. Bill, est-ce que je peux me permettre, je constate que vous avez un intérêt marqué sur notre gamme de produits HVAC Control. Est-ce exact? Oui, oui, tout à fait. Nous sommes en train de regarder effectivement à intégrer cette nouvelle gamme. Comment ai-je trouvé ça? J'ai analysé, donc on a les logs dans l'intranet, on est capable de savoir le temps qu'ont passé les utilisateurs ou par consolidation une société sur un sujet donné. Et là, je vois que les utilisateurs ont passé une majorité de temps sur la gamme HVAC et que dans l'historique d'achat que j'ai intégré, ils n'ont jamais acheté d'HVAC. Donc je peux me tromper, mais c'est un signal qui tente à me pousser à poser la question à Bill Mitchell. Dans le même temps, vous constatez ici que j'ai 2 nouvelles opportunités commerciales que j'ai générées comme action alert, parce que le client m'ayant posé une cotation de prix que je viens de remplir, il faudrait que je pense à le relancer demain sur la cotation qu'il a faite, et donc la voie en tête. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, la philosophie action alert, action discovery que je vous montrais tout à l'heure. Et puis, n'oublions pas quand même l'intérêt du Federated Search, parce que ça reste un métier tout à fait central et fondamental.
Eh bien, je vais vous montrer ce que peut donner, par exemple, l'intégration de critères de performance, qu'on appelle des KPI, dans une interface de recherche. Donc, imaginons que j'arrive le matin en tant qu'agent commercial, enfin d'agent de support, excusez-moi. Et donc, le matin, j'arrive et je me dis, bon, à quoi vais-je passer ma journée? Eh bien, je vais m'intéresser aux clients qui ont un niveau de satisfaction bas. Donc, comment je calcule les niveaux de satisfaction? Dans le cas de Schneider, on regarde que le nombre de cas ouverts par rapport à la volumétrie des cas qui ont été ouverts, donc ils font un pourcentage de close de 95%. On regarde si le SLA est respecté, c'est-à-dire que les délais de réponse en cas d'escalation ont été respectés. On regarde également des questionnaires de satisfaction qui sont adressés aux utilisateurs après chaque interaction, et on en tire un ratio de satisfaction. Pour les clients non satisfaits, quels sont ceux sur lesquels j'ai diagnostiqué un potentiel d'upsell? Et pour les clients que je viens de filtrer, je vais me focaliser sur la finance. Donc, par rapport à une démarche qui ne prendrait pas en compte les KPI, là, je vais pouvoir cibler mon action ce matin sur des clients peu satisfaits, qui ont un vrai potentiel d'upsell, donc ce qui veut dire que si je résous leurs problèmes, j'aurai peut-être l'opportunité de leur parler des opportunités commerciales qu'on a détectées. Et donc vous voyez que c'est un moyen de prioriser l'action qui est efficace par rapport au fait de ne pas intégrer des éléments KPI de qualité donc sur le client. Deuxième cas, j'ai besoin d'une question de support technique. Donc là, je vais aller dans l'interface de recherche qui, donc, vous voyez sur la gauche, et va me permettre de regarder des cas, des FAQ, des problèmes, des résolutions, etc. Comme ça. Vous voyez quand même que sur la France, il y a quand même 900 000 cas en ligne ouverts, on ne file que les cas ouverts. Et donc derrière, eh bien, on va tâcher de trouver une information compliquée. Donc je cherche une FAQ sur les problèmes de pression, absolument, des pressure sensors. Dans une gamme de produits, c'est ça, Airflow. Donc là, vous voyez qu'on a été capable de faire de la recommandation instantanée de distance search, ce qui est très pratique parce qu'en fait, au lieu d'avoir à consulter les résultats, on me les suggère et donc j'y arrive plus vite. Et la FAQ que je cherche sur ce sujet-là, ben, il n'y en a qu'une, elle est là. Et donc, 4 clics, j'ai trouvé ma FAQ. Aujourd'hui, je peux vous garantir que les utilisateurs de système d'abord doivent aller dans une application spécifique et ont beaucoup plus de mal à trouver cette information parce que par exemple elle est isolée des produits, elle est isolée des cas, alors que là on cross-fertilise tout ensemble. Et le dernier cas que je voudrais vous donner, c'est être à même donc de trouver un produit. Et donc là par exemple je vais taper KVA, qui est une gamme, et donc je cherche KVA. Et quelque chose qui est très particulier, c'est que vous voyez que je trouve le produit KVA, mais j'associe le produit KVA à sa gamme, c'est-à-dire Cannabis KVA. Ce qui permet de représenter dans la même interface le produit, si c'est ça que le client veut voir, mais dans le même temps, d'aller directement à la gamme en diagnostiquant que Cannabis, c'est la gamme qui inclut KVA. Donc voilà, j'ai quelque part essayé de vous montrer assez rapidement un nombre de fonctionnalités étendues. Je conclurai aujourd'hui en disant que chez Schneider Electric, l'ensemble de ces use cases ont été validés et ils ont choisi de monter avec nous une initiative autour de ces technologies qu'ils ont appelée Lab Growth, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va chercher dans le temps et en total partenariat avec eux à outiller use case après use case pour maximiser la performance des personnes qui sont en relation avec des clients. Et donc, le métier qu'on fait pour eux, c'est simplement d'être certain que vous preniez les meilleurs outils pour traiter la problématique client, pour être à même de leverager des opportunités commerciales dans la même interaction. Donc voilà, je voulais conclure avec ça. Et donc, je vais passer la parole à Stéphane pour qu'il puisse me poser les questions que vous avez éventuellement posées pendant le call. Et je me permettrai donc d'y répondre.
Alors j'ai une première question. Comment avez-vous déployé la solution? Alors, la solution a été déployée en fait en partenariat avec une société de services. Donc l'approche que nous prenons, c'est que nous avons donc des partenaires certifiés. Et donc ces partenaires certifiés, en fait, maîtrisent l'ensemble de nos solutions. Et dans le cas de Schneider, donc, ils ont procédé à la spécification fonctionnelle, à l'analyse du ROI, à la validation des cas d'usage avec les utilisateurs. Ils nous ont aidés dans l'intégration, dans le développement et dans la recette des cas en aval. Donc la méthodologie qui a été appliquée est une méthodologie dans laquelle on part en fait d'un démonstrateur qu'on réalise en quelques jours pour illustrer notre capacité, puisque au départ on ne se connaissait pas et j'avais envie de voir un petit peu de quoi on était capable et dans quel délai on était capable de commencer à produire des résultats. Ça a été validé par les personnes du business. On est passé après à la phase pilote. Et donc dans la phase pilote, ils nous ont demandé de réaliser tout un ensemble de cas, 8 en tout. Et à l'issue de la phase pilote, on a déployé certains de ces cas en production. Et là, on est dans une phase donc de déploiement de ces cas en production. L'ensemble de la réalisation que vous venez de voir a pris 2 mois. Intégration des données comprises et intégration dans Salesforce comprise. Voilà. Donc après, une fois que la solution aura été testée, opérationnalisée pendant plus d'1 an dans la filiale française, c'est le cas aujourd'hui, on envisage donc un déploiement mondial derrière. Et bien évidemment, pour le déploiement mondial, nous nous appuyons sur des partenaires qui ont la capacité de déployer mondialement une application. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà les points. Deuxième question. Tout le monde dit qu'ils font donc, du prédictif sur le marché. Comment vous vous sentez différent par rapport aux autres outils du marché? Bon, ça c'est une question très intéressante. Et donc, je vais essayer d'y répondre. Mais déjà, la définition de ce qu'est une prédiction est déjà un challenge. Je dirais qu'il y a différentes natures de prédiction. Il y a des prédictions qui sont basées sur des caractéristiques connues. Je prends un exemple. Une facture aurait dû être payée le 20 mars. Nous sommes le 25 mars. Elle est en dépassement. Je peux faire une alerte, une prédiction qui est, et une recommandation qui est appeler le client parce qu'il est en dépassement de délai. La deuxième prédiction un peu plus élaborée, ça va être suite à des enrichissements sémantiques ou autres, est à de mettre en conjonction un facteur du type, voilà, on a reçu un email d'un client qui est très mécontent d'un produit, qui a un problème sévère, donc on va faire une action alerte en disant, appelez ce client, on a diagnostiqué de la mauvaise humeur dans l'email et un produit sur lequel il y a un gros problème. La troisième catégorie d'alerte, ça va être, tout ça étant plus ou moins des prédictions, la troisième catégorie, alors là on va monter un petit peu en gamme, ça va être un faisceau de présomptions par rapport à différents événements qui sont arrivés. Il y a un nombre de cas ouverts anormal, on est hors scellé, le client ne répond plus à ses emails depuis 3 jours. Bon, là on a un gros problème, c'est un faisceau, et donc là on va faire une prédiction en disant l'ensemble de ces options négatives font que je crée une action alert. Donc là on est dans un prédicat un peu plus évolué. Et puis après, il y a la vraie prédiction, qui sort un peu des domaines du data mining ou autre, qui est, en fait, il n'y a pas de règle particulière. Simplement, on a trouvé une conjonction d'événements qui montre que ce client a un problème de telle nature, par corrélation entre ça et une expérience passée. Donc là, c'est de la prédiction, je vais dire, instantanée. Et là, on est dans des domaines beaucoup plus pointus. En tout cas, il y a une constante derrière tout ça, c'est que la prédiction sur étagère dans des sociétés
dans lesquels on agrège diverses sources de données avec des enrichissements particuliers, etc. Non, moi je n'y crois pas personnellement. En revanche, préparer la donnée de manière à ce que la prédiction soit la plus fiable possible dans le contexte du client, ça c'est vraiment notre métier. Voilà. Donc je pense que par rapport à des acteurs du marché qui déjà ne répondent que plutôt aux premières catégories qui sont des alertes pures, en gros une requête SQL, et puis la dernière catégorie que nous traitons avec une technologie que nous avons achetée aux États-Unis, voilà. Il y a tout un monde entre tout ça, donc ça dépend de quoi on parle. Dans la première catégorie, on est pas mal à faire le boulot. Pour autant, la capacité à enrichir, à fédérer l'ensemble des données, on est probablement moins à savoir le faire aujourd'hui. Merci pour la réponse. Autre question. Comment gérez-vous l'update de la base NoSQL depuis les applications sources? Sur quels critères? Par quels moyens techniques? Oui, ce qu'il faut bien comprendre, et j'aurais dû être probablement plus clair là-dessus au début, c'est que nous enrichissons la donnée, nous apportons une donnée déduite des données existantes, mais nous ne créons pas de données. Donc on va prendre un exemple précis que tout le monde connaît. Le premier exemple, c'est je détruis en fait un contact dans ma base contact. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est que c'est pas nous qui détruisons le contact, c'est qu'en fait, on va être informé, puisqu'on a un crawler, un connecteur qui va regarder dans la base source ce qui se passe, et il va diagnostiquer qu'un contact a été détruit. Alors comment on fait ça? La technologie s'appelle une base d'état. Le contact, il était chez nous, on ne le voit plus dans la source, donc il y a un problème. Donc ça veut dire qu'il a été dilété. Deuxième chose, on va diagnostiquer qu'un contact a été changé. Troisième chose, on va voir qu'un contact a été créé. Et ce que vous devez comprendre, c'est que nos connecteurs se synchronisent sur une périodicité qui est à définir avec la source, de manière à garantir que nous recevons les bonnes informations dans les bons délais. Voilà, donc la synchronisation par rapport aux bases sources, ce sont les connecteurs qui le font, mais on est complètement, je dirais, piloté par la donnée amont, et même piloté par la sécurité en amont. Si par exemple la sécurité d'un utilisateur ou le groupe auquel il appartient change, ça doit impacter l'ensemble des documents auxquels il avait accès, et ça doit mettre à jour les nouveaux documents auxquels il peut avoir accès maintenant. Donc tout ça est un ensemble, et donc pour répondre à votre question, nous nous synchronisons, nous lisons ce qui existe dans les applications sources, et nous appliquons les principes dans notre moteur. Donc nous ne créons pas de données. Merci pour votre réponse. Vous évoquez souvent la notion de la sémantique. Est-elle réelle et quelle est votre position là-dessus? Alors, donc la sémantique, oui, c'est un sujet qui est très important pour nous parce qu'on pense qu'il y a énormément de valeur dans les contenus non structurés. J'en veux pour preuve les cas qu'on a vus, les documents techniques, les emails, les tweets, les informations, enfin voilà, il y a énormément d'informations textuelles. Donc la sémantique, c'est quelque chose de très important. Je ne veux pas élaborer trop longtemps sur le sujet, mais le moteur sémantique dont nous disposons est un moteur qui a la capacité de faire des choses à la fois rapidement et profondément. Donc ce que nous faisons, c'est de l'extraction d'entités nommées, c'est-à-dire savoir que le orange dont on parle dans le texte, c'est plutôt la couleur, plutôt la vie et plutôt la société. Donc on va extraire là-dessus des personnes, des sociétés, des marques, des produits, des géographies, des indices monétaires, etc., etc. Ensuite, une fois qu'on connaît les entités, on va être capable de savoir ce qui, dans le texte, lie une entité entre elles. Donc par exemple, la société A a racheté la société B, eh bien la relation, c'est ce qu'on appelle l'extraction de relation, c'est une extraction de type fusion-acquisition, où l'acquéreur est la société A, la cible est la société B, pour le prix de tant d'euros, en date du temps mené par le cabinet Intel. Donc voilà, on va diagnostiquer cette chaîne d'informations dans le texte. Donc là-dessus, on sait faire ça sur des nominations, sur des fusions-acquisitions, sur des lancements de produits, sur des dépôts de brevets, sur des annonces de restructuration, sur des annonces stratégiques, etc. Donc une fois qu'on connaît les entités et les relations, il est intéressant de savoir est-ce qu'il y a une opinion attachée à la relation. Et donc parlons dans le cas du case management pour Schneider. Le client A
parle du produit B et il en parle de manière négative. Donc, je prends un exemple idiot qui est complètement sorti du contexte. J'adore les McBacon chez McDonald's, mais je déteste leurs frites. Dans la même phrase, il y a un négatif sur les frites et il y a un positif sur le McBacon. Et les deux sont liés à McDonald's. Ce type d'analyse, c'est-à-dire d'être capable de faire porter l'opinion sur une des relations, est une des choses que nous faisons bien et de manière assez unique sur le marché. Troisième élément que nous faisons sémantiquement, c'est de faire de l'analyse de corpus, c'est-à-dire que vous n'avez pas de plan de classement, on va lire vos documents, on va vous proposer un plan de classement, on va appliquer et déduire des règles, on va les appliquer, on va valider avec vous que ça marche, et une fois que ça marche, ça se place. Le dernier domaine, qui est relativement touffu, c'est tout le domaine du text mining en général. Donc je prends un exemple avec une société d'assurance aux États-Unis. Leurs contrats sont au format Word ou PDF, et la base de métadonnées des contrats, malheureusement pour eux, n'inclut pas certaines des caractéristiques essentielles du contrat. Donc aujourd'hui, ils ont deux solutions. Ou bien ils le font la main, ou bien on lit le document avec notre moteur sémantique et on regarde qui est facturé, qui sont les personnes pour ça. Donc, dans le cas qui nous intéresse, sur un site, on fait définir l'objet dans lequel ils sont impliqués et le contenu. Donc voilà un petit peu. J'ai bien connecté au début, j'ai pas entendu. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Merci pour cette réponse. Y a-t-il d'autres questions? Écoutez, merci donc à vous tous. Merci à Gilles. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions après cette session. Nous sommes les uns et les autres à votre disposition. Nous sommes très heureux donc, de cette première présentation et n'hésitez pas au-delà de ça, à être en recherche d'informations, quel que soit le domaine de l'intervention. Merci Gilles et très bonne soirée à vous tous. Au revoir.